le vif du sujet avec Enis Moraï. Dans le vif du sujet avec Enis Moraï tous les mercredis matins à partir de 8h. Bonjour Enis. Rebonjour Raphaël. Alors, notre premier invité pour aujourd'hui, on le reçoit déjà, Monsieur Selim Ben Abdeslam, élu à l'Assemblée nationale constituante sur le parti Nidé Tounes. Bonjour et bienvenue sur RCCI. Bonjour aux auditeurs, bonjour à vous. Alors, pourquoi le choix de ce thème, Enis, on va le rappeler? D'abord, c'est toujours un plaisir de recevoir Selim Ben Abdeslam parmi nous. Merci. C'est l'habitué de RTCI. Il a donc la qualité de bien expliquer les choses et on en a vraiment besoin parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe chez Nidé Tounes. Selim Ben Abdeslam est avec nous pour nous expliquer un peu donc les tumultes, les remous qui existent au sein de Nidé Tounes. Oui. Et donc voilà, c'était la raison pour laquelle, M. Selim Ben Abdeslam est parmi nous. Voilà donc, et la première question qui se pose, mais qu'est-ce qui se passe au sein de Nidé Tounes? Bon, je dirais que comme beaucoup de partis, Nidé Tounes connaît peut-être une crise de croissance. Voilà, c'est un parti qui a été créé en juin 2012, qui a connu un succès très rapide, qui est très rapidement apparu comme une alternative à la toute-puissance du parti de Nahda. Et j'allais dire de ses alliés, mais Nahda a carrément joué la montre religieuse avec ses alliés et a bouffé ses deux alliés du gouvernement, n'en a rien laissé. Donc Nahda, bon, je dis qu'aujourd'hui, Nidé Tounes est apparu comme le parti très rapidement, comme le parti qui pouvait faire contrepoids à Nahda et a donné beaucoup d'espoir à beaucoup de Tunisiens. Beaucoup de Tunisiennes qui ont adhéré massivement à ce parti. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu des gens très différents qui se sont retrouvés dans ce parti aussi. Et aujourd'hui, avec la configuration politique actuelle, Nahda, on voit est à la traîne dans les sondages. Nidé Tounes apparaît largement en tête, même s'il faut se méfier des sondages, mais je pense que ça a quand même une signification. Chaque sondage confirme le précédent. Des instituts différents se confirment les uns les autres. Bon, la tendance est claire. Et il y a aussi à côté, on voit aussi, oui, bien sûr, il viendra sans doute tout à l'heure si vous décidez d'aborder ce thème. Et on voit aussi qu'il y a non seulement Nidé Tounes, mais aussi le Front populaire à côté, qui est une coalition qui tient. Et ces deux partis peuvent effectivement représenter aujourd'hui une alternative. Donc chacun a des problèmes internes. On voit même le parti de Nahda, par exemple. Je prends un autre exemple. Le parti de Nahda, qui apparaissait comme un bloc compact et monolithique, a connu des remous. Il y a certains députés, pas beaucoup, mais qui ont démissionné de ce parti. Un de ses dirigeants historiques, M. Leva Chaibi, qui a décidé de constituer un parti, de faire scission et de partir. Bon voilà, même son ancien secrétaire général et ancien Premier ministre, M. Hamadi Jbeli, qui s'est mis en retrait. Alors, on ne sait pas très bien quels sont ses objectifs, et même ce parti qui apparaissait monolithique connaît ce genre de problème. Bon, le parti Nidé Tounes, qui est un parti récent, connaît aujourd'hui une crise de croissance. Et effectivement, il y a des tiraillements à l'intérieur. Et vous voyez qu'aucun parti de la scène politique tunisienne n'a été épargné. On dirait même qu'aujourd'hui, certains partis historiques ont quasiment disparu de la carte politique, ou se sont divisés en plusieurs blocs, et il n'en reste sans doute plus grand-chose aujourd'hui. Oui. Alors, Enis, peut-être pour les auditeurs, pour les personnes qui n'ont pas suivi tout récemment l'actualité, là on parle d'une crise au sein de Nidé Tounes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Enis, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi on parle en ce moment de Nidé Tounes? Est-ce qu'il y a des avis qui divergent au sein du parti? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des hommes politiques qui ont quitté le parti? Pourquoi on parle de crise au sein de Nidé Tounes? Et on demande des réponses de la part de Selim Ben Abdeslam. Je suis en partie d'accord avec Selim Ben Abdeslam pour la première partie de son discours, c'est-à-dire que tout parti, surtout lorsqu'il est jeune, il connaît donc une certaine turbulence, certaines scissions aussi, c'est tout à fait normal, sauf que là, la question, nous savons très bien que la raison qu'invoquait Selim Ben Abdeslam est relative au fait que Nidé Tounes est venu pour constituer une alternative donc à la superpuissance qui constitue Nahda. Oui. Donc, tous ceux qui sont contre Nahda, et ça aussi c'est peut-être son talon d'Achille, tous ceux qui sont contre Nahda, contre le projet sociétal de Nahda, contre les dirigeants de Nahda, contre donc les gens qui n'apprécient pas peut-être, je dirais, la démarche politique et idéologique de Nahda, se retrouvent dans un grand parti. Et c'est là où le problème surgit, pour la simple raison que Nidé Tounes est constitué donc d'un alliage très hétéroclite, c'est-à-dire de composantes diverses. Il y a des syndicalistes, il y a les historiens, il y a les ex-RCDistes, il y a la gauche, je dirais, la gauche tunisienne, et puis ces courants-là, maintenant, nous sommes à quelques mois des élections, sont en train de chercher à se placer. Bien évidemment, pour se placer, il va falloir occuper certains postes. Et là, au sein du parti. Bien évidemment, au sein du parti. Et c'est pour cela que ces postes-là sont devenus très convoités par des courants qui sont divergents dans leurs idées. Il y a certains partis qui essayent de redorer le blason, donc, je dirais, de l'ancien régime. Il y a d'autres partis qui essayent de sauver
ce parti-là, Nida Tounes, dégriffe des revanchards, entre guillemets, de ceux qui veulent revenir à la charge et qui se sont donc un peu voilé la face un certain 14 janvier. Actuellement, c'est une lutte intestine. On est en train de remarquer un peu les remous à travers les déclarations, et le point d'orgue a été ces communiqués, ces 3 communiqués qu'on a vus fin avril et début mai, ces 3 communiqués de cet appareil constituant qui donne, je dirais, la présidence à des structures très importantes au fils de son papa, donc Hafez Qaïd Essebsi, et là ça a donné donc un tollé général exprimé essentiellement par Taïeb Bakouche qui n'a pas compris. Ensuite on a vu des pompiers sortir, les pompiers de Nida Tounes sortir pour dire non, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu, mais on sait très bien que le feu existe. Peut-être Selim va nous expliquer un peu donc ce que je viens de dire par rapport à ça. Hafez Qaïd Essebsi, il vient d'être chargé donc de la structure de supervision régionale au sein du parti. Quel est le poids de Hafez Qaïd Essebsi? Est-ce qu'il est légitimement là ou parce que c'est le fils de son papa? Bon, déjà, vous aviez dit que M. Taïeb Bakouche n'avait pas tout compris. Non, je crois que M. Taïeb Bakouche a tout compris. Au contraire, en tant que secrétaire général, il connaît bien le parti. C'est quelqu'un qui est respecté, qui représente quelque chose dans l'opinion par rapport à son histoire. Ancien secrétaire général du GTT, qui, je crois, a laissé aussi un bon souvenir en tant que ministre de l'Éducation quand il est porte-parole du premier gouvernement après la Révolution. Bon. Et du gouvernement de M. Excusez-moi, Selim n'avait rien compris du communiqué, du premier communiqué. Ah oui, voilà, tout à fait. Du premier communiqué, pas de la situation, bien sûr. Il avait dû sortir ce jour-là, avant la fin de la réunion, pour un engagement important qu'il avait à l'extérieur. Je pense qu'à ce niveau de responsabilité, quand on est secrétaire général d'un parti comme Nida Tounes, on peut avoir des engagements importants à l'extérieur qui vous obligent à quitter une réunion qui a peut-être duré un peu trop longtemps sans arriver à une conclusion claire. Bon, maintenant, quand on entend certains propos qui disent que le secrétaire général ne compte pas pour grand-chose, je pense que c'est des propos qui ne sont pas du niveau d'un dirigeant de ce parti, malheureusement. Et je pense que... C'est peut-être une réalité aussi, Selim Ramsel. Mis à part le côté, mis à part la personne de Taïeb Bakouche qu'on respecte beaucoup, peut-être qu'il n'a pas vraiment un poids au sein de Nida Tounes par rapport aux autres dirigeants qui tiennent un peu les rênes de Nida Tounes. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, je pense qu'il est clair que les militants doivent avoir la parole à tous les niveaux, et quand on a des responsabilités, effectivement, quand un parti commence à se structurer, on peut peut-être pas passer par l'élection tout de suite, mais il y a un moment où il faut arriver à des élections démocratiques, transparentes, et qui permettent à chacun de faire campagne dans le parti, de faire valoir ses thèses et de choisir les dirigeants qu'on veut. Voilà. Justement, par rapport aux élections, on reproche à Nida Tounes, Sarafef, le fait de ne pas aller dans le sens démocratique des élections pour élire les personnes, c'est-à-dire les dirigeants dans les structures de Nida Tounes. Et je pense que le problème est venu du fait de la nomination de Hafez Qaïd Essebsi. Auparavant, il y a eu la question de la nomination de Fawzi El-Loumi il y a une année de ça, je pense, dans cette structure relative donc à la supervision des élections. Et là, on n'est pas dans un parti, c'est un parti qui est donné favori dans les sondages, selon le dernier sondage Sigma hier, il a 50%, plus que 50% des intentions de vote de ceux qui sont décidés de voter. C'est très important, de cela il faut faire la nuance, parce que ce n'est pas 50% des Tunisiens qui vont voter. Non, de ceux qui se sont décidés donc d'aller voter. Voilà. Je dis juste un petit chiffre et je donne la parenthèse. Quand même, ceux qui ne pensent pas aller voter ou qui ne sont pas encore décidés sont de l'ordre de 61%. Donc c'est 50% des 39 restants, ou la trentaine qui reste. Voilà. Donc voilà, c'est là la question. Pourquoi jusqu'à ce jour il n'y a pas eu d'élection au sein de Nida Tounes? Bon. Des élections sont assez difficiles à organiser dans un parti. Plus le parti est grand, plus les élections sont difficiles à organiser. C'est une question mathématique, c'est une question logique. Mais il faut y arriver à un moment. Bon, c'est vrai que quand la contestation arrive à un point assez important, que beaucoup de gens se posent des questions à la fois au sein du parti ou à l'extérieur, bon, c'est sans doute la solution la plus saine, difficile à organiser. Parce que imaginez des élections démocratiques, ça veut dire établir des listes électorales des électeurs, savoir qui est électeur, que chacun puisse avoir accès à ces listes pour faire campagne. Moi, je vois ce qui se passe dans des partis démocratiques, par exemple, en Europe. Bon, quand il y a des élections internes, qu'il s'agit de choisir des personnes, de choisir un premier secrétaire ou des dirigeants fédéraux, tout le monde a accès aux listes électorales et tout le monde peut
peut s'adresser aux militants d'une certaine manière pour présenter ses choix, pour faire campagne. Voilà, tout ça doit être respecté. Il doit y avoir une durée qui doit être déterminée. Et ce qui n'est pas facile aujourd'hui, dans la période actuelle, organiser un congrès, bon, ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, un congrès, ce n'est pas quelque chose qui s'organise en une semaine. Un congrès, c'est 2 ou 3 mois où il y a une campagne interne dans le parti, c'est-à-dire où chacun doit se déplacer dans les régions. La volonté n'existe pas aussi. Non, le problème aussi, c'est que dans la période, que nous venons de vivre, bon, la situation, heureusement, s'est un peu calmée aujourd'hui en Tunisie. Mais regardez la situation de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu des attentats, des assassinats politiques. Bon, voilà, nous rendons hommage par l'occasion à nos martyrs, qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou de membres des forces de l'ordre ou des forces armées, ou de civils. Il y a aussi eu des civils qui ont perdu la vie dans ce genre d'événements. Bon, voilà, là aujourd'hui, on était dans une période très instable qui faisait que s'occuper d'un congrès interne alors que le pays était à feu et à sang et qu'il fallait réagir sur ces événements n'aurait peut-être pas été quelque chose d'évident à organiser. Bon, aujourd'hui que la situation est plus calme, effectivement, est plus calme, je veux dire, en Tunisie, et heureusement, nous en sommes tous heureux, bon, et que la situation est peut-être un peu plus agitée au sein de certains partis, dont Nida Tounes, bon, il est peut-être temps de se poser la question, de se dire maintenant, on peut peut-être organiser des élections. De toute façon, pour désigner des dirigeants et des candidats, la solution la plus simple est de faire des élections transparentes où tout le monde ait son mot à dire. Voilà, et la légitimité, comme ça, n'est plus contestable. Elle est acquise une fois que tout le monde a participé aux élections, qu'il y a une vraie participation, voilà, que tout le monde qu'un bloc n'a pas été exclu aux dépens d'un autre. Bon, maintenant, je vais être clair sur un point. Personne ne conteste le leadership de M. Béji Raïd Sebsi sur le parti. Ça, c'est quelque chose d'absolument clair. Maintenant, pour les autres dirigeants, bon, c'est le fondateur du parti, c'est quelqu'un qui a un ascendant clair dans l'opinion. Il représente quelque chose de très important par rapport à beaucoup d'électeurs en Tunisie. C'est toujours la logique du patriarche. Maintenant, pour d'autres postes à responsabilité, c'est vrai que la question ne se pose pas de la même manière. Ça, c'est évident. Oui, mais moi j'attends toujours votre réponse par rapport à la question posée par Anis au début sur la position du fils de Béji Raïd Sebsi dans le parti Nida Tounes. Oui, là, il doit être au même niveau que n'importe quel militant, sans privilège ni autre chose de ce genre-là. Sauf que la nomination, militant ou responsable. La nomination finalement ne le met pas sur un même piédestal que les autres. Salim Labsem, je suis désolé, là, même si Béji Raïd Sebsi hier, dans une déclaration, a dit que Hawat Raïd Sebsi n'est pas mon héritier, mais on se sent très bien. Vous étiez aussi, il n'y a pas longtemps, dans le congrès de Paris. Vous savez un peu ce qui s'est passé dans le congrès de Paris. On a senti que depuis le congrès, il y avait réellement donc une crise au sein de Nida Tounes qui n'a fait que se reproduire petit à petit. C'est un effet de boule de neige jusqu'à arriver. Et là, le problème, Aref, comme vient de le dire Céline tout à l'heure, Nida Tounes constitue donc un palliatif pour pas mal de Tunisiens. Pour beaucoup de Tunisiens, c'est pas pour rien qu'il est donc donné favori dans les sondages. Et le fait de voir, je dirais, ces cataclysmes, ces tiraillements-là, c'est aussi un désespoir pour ceux qui ont mis tous leurs espoirs dans un parti qui serait, je parle au conditionnel, qui serait donc, qui apporterait de la démocratie, qui apporterait, je dirais, de la liberté, qui sauverait de la Tunisie, qui sauverait la Tunisie, qui sauverait le modèle sociétal tunisien. Et là, je reste perplexe, je reste un peu critique vis-à-vis de cette démarche-là, parce que finalement, nous sommes devant un parti qui promeut un patriarche. C'est toujours la même logique qu'on a vécue depuis Bourguiba, ensuite le Décheux. Ensuite, nous sommes devant un parti qui désigne les membres directement dans des instances, c'est-à-dire ce qui ne passe pas par des élections, et nous sommes dans un parti qui malheureusement a pour des conseillers donc des gens de l'ancien régime. Là, il y a toute une question, plusieurs questions qui doivent être donc soulevées, et on espère que Nida Tounes arrivera à sortir un peu donc la tête de l'eau. Voilà. Oui. C'est pour ça que a été lancée récemment une initiative de la part de M. Tahar Belhassin qui a annoncé la création d'un courant qui s'appelle Tayar al-Mustaqbal, le courant de l'avenir. Réformateur aussi. Voilà, réformateur. Donc moi j'adhère pleinement à cette initiative. Je trouve que c'est une initiative saine qui demande notamment des élections internes à tous les niveaux et des élections bien sûr démocratiques avec les conditions d'une élection démocratique comme ça se passe dans tous les partis démocratiques. C'est-à-dire liste électorale préétablie, accès à la liste électorale pour toutes les personnes qui mènent campagne et un timing, un calendrier pour des
des élections qui soient connues à l'avance, de façon à ce que tout puisse bien se dérouler et que chacun puisse avoir ses chances. Mais ce n'est pas là. C'est-à-dire ce courant réformateur, est-ce qu'il est majoritaire? Par définition, il n'y a pas de vote, donc on ne peut pas savoir. Oui. Bon, aujourd'hui, ce courant réformateur demande des élections, c'est une demande principale. Si ça s'appelle le courant de l'avenir, Tayar al-Mustaqbal, ça veut dire qu'on regarde l'avenir et que ça doit être une rupture claire et nette avec le passé. Le passé, c'est une page qui a été tournée et il n'y a pas la moindre raison qu'en Tunisie, nous revenions à un passé qui a quand même laissé plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Il faut être très clair là-dessus. Bon, maintenant, l'identité de ce courant, c'est aussi un courant social-démocrate. Bon, c'est ce que nous estimons être l'identité qui doit être celle d'un parti comme Nidetoun. Certains ne partagent peut-être pas cette option, donc voilà, mais les courants, c'est ça. Un courant sert à définir l'idée qu'on se fait d'un parti et qu'on se fait pour le pays. C'est un dessein pour la Tunisie et pour le parti qui, un jour, nous espérons, pourra diriger la Tunisie, puisque nous en faisons partie, nous voulons pousser des options à travers ce parti que nous estimons bonnes pour la Tunisie, bonnes pour le modèle que nous voulons défendre, non seulement sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan social. N'oublions pas que l'État social qui a été mis en place par le président Bourguiba, à côté de toutes les réformes sociétales qui ont été faites, du statut de la femme, de la priorité donnée à l'éducation et à la santé, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui sauvegarder, qui sont en péril, qui ont été mises à mal pendant 23 ans de bénalisme, on va dire, oui, et qui aujourd'hui sont encore mises à mal après 2 ans de gouvernement de la Troïka. Donc c'est des choses que non seulement nous voulons défendre, mais améliorer, bien sûr, adapter à l'actualité de notre temps. On ne dirige pas la Tunisie aujourd'hui en 2014 comme elle a été dirigée pendant les années 50, 60 ou 70. Voilà, c'est clair et net. Donc voilà, ce courant veut donner de la vie au parti, veut donner de l'air, veut faire respirer, veut faire souffler un vent démocratique sur ce parti. Ce courant Al-Mustaqbal, bon, je pense que c'est une initiative et il sera peut-être suivi par d'autres. C'est parfaitement le droit de chacun dans ce parti de lancer un courant et de faire vivre un débat d'idées interne, de façon à faire vivre ce parti. Et nous voyons aujourd'hui que ce courant rencontre un certain succès. Faites un tour sur la page Facebook qui a été ouverte à ce propos et vous verrez qu'il y a aujourd'hui... seulement 5 000 adhérents, je pense. Comment 5 000 adhérents. 5 000, 7 000, je crois, ça entre plus que... Bon, j'ai pas fait de tout récemment, mais d'après les derniers chiffres dont j'ai eu écho, je ne suis pas beaucoup sur Facebook, ça c'est vrai, on me le reproche d'ailleurs, mais j'ai décidé de me débarrasser de cette addiction. Voilà, même si certains m'en veulent, mais bon, j'y reviendrai peut-être. Vous avez réussi le sévrage. Hein. Voilà, vous voyez, bon, j'y reviendrai peut-être, mais pas sous forme d'addiction aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, je suis trop occupé ailleurs. Donc voilà, mais vous faites un tour sur cette page Facebook et vous voyez que c'est quelque chose qui attire. Il y a des gens qui disent, on avait des doutes sur le parti, on était prêt de partir, mais on a décidé de rester parce qu'il y a un courant qui correspond à ce qu'on recherche. Et peut-être que des gens venant de l'extérieur diront, on s'interrogeait mais bon, là, on voit un courant comme celui-là qui représente des orientations qui nous conviennent, eh bien, nous allons le rejoindre. Et d'autres courants pourraient faire la même chose. Alors ensuite, il faut être d'accord sur l'identité de ce parti. C'est vrai que là, c'est un débat que nous devons avoir. C'est un débat qui a lieu traditionnellement à l'occasion d'un congrès. Bon, dans les partis démocratiques, on peut parler de congrès version light, qui serait ce qu'on appelle une convention. Ça n'aurait pas les mêmes enjeux, mais ça permettrait au moins de clarifier certaines choses. Et on devra y arriver dans la perspective des élections qui, normalement, espérons-le, d'après la Constitution, doivent avoir lieu avant la fin de l'année. Si les tiraillements continuent, Selim Ben Abdeslam, oui. Si ces tiraillements continuent à l'approche des élections, qu'est-ce que vous serez amené à faire? Est-ce que vous allez quand même rester dans un parti qui ferait revenir les anciens classiques du régime et peut-être même retrouver le pouvoir avec ces gens-là, et vous serez peut-être aussi je dirais coupable d'avoir aidé ces gens-là à arriver, ou bien vous allez quitter, je parle de ceux qui parlent de réforme au sein de Nidetoun. Alors, j'ai été très clair sur ce point, je vais être très clair aujourd'hui. D'abord, nous mènerons le combat interne avec toutes les personnes qui croient en la démocratie au sein de Nidetoun et qui croient en la démocratie et qui croient en la démocratie en Tunisie. Voilà, nous voulons une vraie démocratie sociale, c'est ce que nous voulons, et nous mènerons le combat au sein de Nidetoun parce que ce parti doit avoir une identité d'un parti démocratique qui regarde vers l'avenir et pas vers le passé. Nous sommes très clairs sur ce point. Et quand je parle du courant Al-Mustaqbal, il y a ce courant, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas manifesté la volonté de rejoindre ce courant, qui se reconnaissent dans ces options. Après, c'est leur droit de s'organiser différemment dans d'autres courants ou hors de courant s'ils sont contre l'idée des courants, parce que certaines personnes peuvent être réticentes. Bon, mais nous nous battrons jusqu'au bout pour faire prévaloir ces idées, qui sont des idées saines pour ce parti et pour la Tunisie. Maintenant, j'ai été très clair par le passé en disant, quand je parle de rupture avec le passé, de rupture claire, c'est une page tournée.
journée, il ne peut pas y avoir de retour en Tunisie, c'est inconcevable, vers ce qu'a été l'ancien système. C'est inconcevable pour une grande majorité de Tunisiens et c'est inconcevable aussi pour un parti qui veut faire contrepoids à Ennahda, qu'on considère comme un parti qui a parfois, qui s'est inscrit d'une certaine manière dans le jeu démocratique, mais qui parfois, effectivement, quand on voit le comportement qui vous fait les yeux doux, quand même, vis-à-vis des médias, non, on y reviendra peut-être après. Je parlais de Ennahda, de la Troïka au sein du gouvernement, bon, qui parfois n'a pas respecté les règles élémentaires de démocratie vis-à-vis de votre profession, par exemple vis-à-vis de certains de vos collègues journalistes. Bon, on voit que c'est quelque chose qui peut être inquiétant. Laisser des milices prospérer comme les ligues de protection de la révolution, comme Ansar al-Sharia aussi pour les déclarer terroristes par la suite. Bon, voilà, là on peut effectivement, on peut pas être face à ça. Aussi, le patriarche ne respecte pas les journalistes. Maintenant, si vous le dites, effectivement, c'est avec lui que vous devez parler. Oui. Bon, moi, vous ne me faites pas ce reproche au moins. Non, pas d'accord, très bien. Bon, pour revenir. Mais le chef du parti que vous, dont vous relevez, il ne respecte pas les journalistes, il lance les papiers à la gueule du journaliste, il dit des propos diffamatoires aux journalistes, et là, on s'interroge vraiment sur la qualité démocratique de ce monsieur-là. Afef, je ne sais pas, j'ai bien envie de dire on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Voilà. Bon, c'est votre droit en tant qu'organisation professionnelle, vous interroger, de défendre votre profession. Bon, le mieux c'est de s'expliquer directement avec les personnes intéressées. Voilà notre invitation sur RTCI. Voilà. Oui. Mais bon, j'ai été très clair sur ce point. Oui. Il n'y a pas de retour vers le passé pour nous. Nous voulons un avenir démocratique pour Nida Tounes et pour la Tunisie. C'est clair et net. Et en parlant de votre relation avec le parti Ennahda, comment peut-on lire les propos de Lotfi Zitoun qui a vanté les mérites de Nida Tounes en disant que c'est le parti qui concrétise l'espoir pour les Tunisiens? Qu'est-ce que vous dites à propos de ces propos et pourquoi ces déclarations en ce moment précis, d'après vous? Moi, je m'en méfie parce qu'on voyait à un moment le Cheikh Rachid Ghannouchi dire que Nida Tounes c'était plus dangereux que les salafistes à une époque. Aujourd'hui, bon, ça devient le parti qui concrétise l'espoir des Tunisiens. Je méfie toujours des propos élogieux des adversaires. Voilà, c'est bon. Maintenant, quand on entend ça, bon. Moi, ça me laisse assez indifférent en fait. Bon, c'est son affaire, il peut penser ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, même s'il ne le pense pas. C'est pas évident qu'il pense tout ce qu'il dit. Nous avons des choses à défendre au sein de Nida Tounes, des options à défendre que je viens d'exposer. Nous les défendrons, c'est la ligne que nous voulons suivre. Maintenant, bon, aujourd'hui, bon, il faut revenir sur ce qui s'est passé ces derniers temps. La grande crise que nous avons vécue l'été dernier après l'assassinat de Mohamed Brahmi, Allah yarhamou. Bon, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le pays était en pleine crise et nous aurions pu tomber du mauvais côté. Le pays aurait pu sombrer peut-être dans la guerre civile, dans le chaos, on ne sait pas dans quoi. Et c'est grâce au dialogue entre des partis opposés que nous sommes arrivés à sortir de cette crise, notamment entre Nida Tounes et Ennahda. Bon, il ne faut pas oublier que l'été dernier, les accusations fusaient de toutes parts. C'est-à-dire, on accusait les députés qui avaient quitté l'Assemblée de comploter pour faire tomber le régime. C'était ce qu'on entendait du côté de la Troïka. Et de l'autre côté, on accusait effectivement la Troïka d'avoir laissé assassiner Mohamed Brahmi, Chokri Belaïd, Allah yarhamou, tous les martyrs du côté des forces de l'ordre ou d'autres, voilà, c'était ça, ou d'avoir été trop complaisant avec des organisations comme Ansar al-Sharia avant de les déclarer terroristes. Ce à quoi je souscris complètement. Ennahda a été très complaisant vis-à-vis de ces organisations, qu'elle a, bon, certains ont dit nos enfants et tout ça. Bon, on a réussi, cela dit, à surmonter ces blocages grâce au dialogue, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais le dialogue ne veut pas dire rapprochement. On dialogue entre adversaires d'habitude, pour arriver à une solution de compromis ou à une solution de paix. Et nous préférons aujourd'hui quand même la sortie politique que nous avons eue avec l'adoption de la Constitution, l'adoption de la loi électorale, même si elle est loin d'être parfaite et qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, et aujourd'hui une situation qui est de paix relative en Tunisie. La Tunisie a retrouvé une certaine paix sociale et c'est quand même très important. Maintenant, ça ne veut pas dire dialoguer, le dialogue est indispensable et je suis un dialoguiste. Mais je suis un dialoguiste, je pense qu'il faut dialoguer et que demain, quelle que soit la majorité qui gouvernera la Tunisie, il faudra qu'elle dialogue avec l'opposition. Il faut que l'habitude qui s'est instaurée maintenant au sein du dialogue national, et je rends hommage aux 4 organisations marraines de ce dialogue, vraiment, il faudra que ça continue, quelle que soit la majorité, quelle que soit la formule qui gouvernera la Tunisie, et ça, il n'y a que les élections qui peuvent le dire. Pour vous, Enis, quelle est votre lecture de ce rapprochement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces propos? Alors, il y a eu une lecture, d'abord je reviendrai sur la lecture de ce mariage, je dirais, je ne sais pas, c'est peut-être contre nature, le mariage de raison, donc par rapport à ça, mais je voudrais aussi dire que
Il y a une lecture qui dit que la messe est dite en Tunisie, que deux grands partis vont essayer de s'allier. Ces deux grands partis-là, même sur les intentions de vote, on va les retrouver, donc, les majoritaires au sein donc, du futur Parlement tunisien, le Conseil de représentants du peuple. Et par élimination, ils vont se retrouver ensemble tous les deux et ils vont régner sur la Tunisie dans ce qu'on appelle cette bipolarisation très dévastatrice pour la Tunisie. Pour revenir à votre question par rapport à cette... je dirais à Lotfi Zitoun, tout à fait, il faut très bien. Les Tunisiens sont restés bouche bée, et même ceux parmi donc, les sympathisants et les adhérents de Nahda sont restés bouche bée devant la déclaration de Lotfi Zitoun, disant que Nidetoun est un parti qui représente un espoir pour les Tunisiens. C'est élogieux. C'est à 180 degrés du discours prononcé par les dirigeants du parti Nahda, et là, on se demande pourquoi ce discours, pourquoi ce timing exact actuellement. Alors, Nahda est en train de jouer un jeu très habile par rapport à Nidetoun. Ils ne veulent pas se mettre Nidetoun sur le dos parce qu'ils savent très bien que Nidetoun peut jouer sur une machine électorale, une machine, je dirais, de personnes très importantes avec, je dirais, une base très importante aussi récupérée un peu par-ci, un peu par-là. Mais Nahda joue sur l'implosion de Nidetoun. Cette implosion-là, ils l'ont joué d'abord en évinçant de l'actualité la loi sur l'immunisation de la Révolution. Il faut comprendre un peu cet alliage hétéroclite chez Nidetoun, la gauche, avec les ex-RCDistes, la gauche qui est là pour embellir, l'ex-RCDiste pour trouver une planque et financer. Et là, le jour où vous dites il n'y aura plus d'immunisation de la Révolution, cela signifie quoi? Cela signifie qu'on n'a plus besoin de la gauche pour embellir. On peut très bien donc revenir à la surface et essayer de jouer les premiers rôles. Sauf que là, depuis l'année dernière jusqu'à ce jour, on s'était dit on pourrait être épinglé sur la loi électorale. Nahda vient de faire autre chose. Elle estime ne plus exclure les RCDistes et va même dans le sens de chambrer Nidetoun en disant que c'est le parti qui remet de l'espoir aux Tunisiens. Qu'est-ce que cela signifie? Courant d'hiver chez Nidetoun, essayez de vous entretuer entre vous pour donc imploser ce parti. C'est ça ce que veut dire donc Lotfi Zitoun. C'est une lecture qui a été faite par pas mal d'observateurs. J'y rejoins ces observateurs-là. Elle est très, je dirais, crédible dans le sens où Nahda n'a pas pu trouver une solution à Nidetoun de l'extérieur, elle va essayer de jouer sur l'implosion à travers de l'intérieur. Voilà. Vous êtes d'accord, Salim Ben Abdeslam? Bon, de toute façon, c'est le jeu politique. Aujourd'hui, il faut s'en méfier et c'est à nous. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est à nous d'être plus forts et de ne pas se laisser enfumer par les propos des adversaires. Bon, maintenant, je constate que ces remous existent aussi au sein du parti Nahda. C'est peut-être aussi une diversion si on connaît très bien leur discipline aussi. Et je pense aussi que c'est à nous d'imposer nos propres choix au sein du parti, de ne pas écouter les remous qu'il y a à l'extérieur. Bon, par exemple, sur les questions d'alliance, moi je fais partie de ceux qui défendent l'alliance privilégiée avec le Front populaire, avec Jabhat Charbi, clairement. Si cela ne fait pas l'unanimité au sein de Nidetoun, c'est une question qui devrait être débattue. Mais pour nous, nos alliés privilégiés, c'est Jabhat Charbi, qui est aujourd'hui une coalition existante. L'Union pour la Tunisie, où il y a notamment le parti El Massal, qui est un partenaire important, et d'autres petits partis aussi, et d'autres partis de la famille démocratique. Voilà nos alliés naturels, c'est cela. Bon, maintenant, si on parle d'un rapprochement Nidetoun-Nahda, si c'est une option que certains défendent, mais ils doivent la défendre ouvertement. Ils doivent la défendre ouvertement, poser la question sur la table, et je trouve il faut être honnête avec les électeurs. Et si on a ne serait-ce qu'une petite intention, une intention minime, une probabilité minime de conclure une alliance d'un type ou d'un autre, il faut effectivement la mettre sur la table et dire aux électeurs cette possibilité existe et dans quelles conditions et pourquoi. Voilà. Si on dit c'est pour l'intérêt de la Tunisie que ça doit être fait, il faut le dire. Et je dirais que le courant Al-Mustaqbal, pour finir là-dessus, s'oppose à une alliance avec le parti Nahda. C'est quelque chose d'absolument clair au sein. Bon, c'est absolument une alliance qui serait tout à fait contre nature. Nous ne voyons pas sur quoi elle pourrait déboucher. Bon, ensuite, cela n'exclut pas le dialogue. Au contraire, le dialogue est quelque chose d'indispensable. Il faut avancer dans ce sens-là. Voilà. Alors, après l'ambiance au sein du parti Nidetoun, là, on va parler de ce qui se passe au sein de l'ANC avec la motion de censure et Madame Hela Loulou, membre du bureau politique du parti Atakatol. À tout de suite. Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï.
Dans le vif du sujet, avec Enis Molla, il continue toujours sur les ondes d'RTCI et on reçoit Madame Hela Loulou, membre du bureau politique du parti Takatel. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci pour l'invitation. Toujours avec nous Selim Ben Abdelslem, rebonjour. Rebonjour et bonjour à elle. Alors, le deuxième sujet pour aujourd'hui, Enis, la motion de censure adressée à l'Assemblée nationale constituante contre la ministre tunisienne du Tourisme et le ministre délégué en charge de la sécurité nationale, Rita Sfar, a été rejetée vendredi dernier à l'issue d'une séance plénière de l'institution clôturée vendredi. Et on a tous vu ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale. Quoique le terme rejeté n'est pas très approprié. En fait, hein, oui, en fait. Justement, le problème, c'est qu'elle n'a pas été rejetée. Elle a été substituée par un communiqué pour ne pas donc faire perdre l'effet de la motion de censure. On reviendra et Madame Hela Loulou, que j'accueille avec grand plaisir, nous expliquera un peu la position de Moussa Benjaf, parce que le président de l'ANC, c'est lui qui a orchestré donc je dis ce que j'appelle cette transgression donc du règlement interne de l'Assemblée nationale constituante. Voilà. Et Selim Ben Abdelslem était présent donc à cette séance-là. Il va nous dire un peu ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais pour revenir à FF, on va essayer de mettre rappeler un peu les faits. Il y a eu 2 motions de censure qui ont été déposées sur le bureau donc du président de l'ANC par 81 signataires pour la première, 80 pour la deuxième, pour auditionner, interroger entre guillemets donc 2 ministres, en l'occurrence Madame Karboul et puis Monsieur Rida Sfar, par rapport à cette polémique suscitée par l'entrée en Tunisie d'Israéliens, donc de ressortissants. Et on rappelle à Nice qu'on a invité Yed Dahmeni ici même, et puis il nous a expliqué un peu les raisons. Yed Dahmeni, je reviendrai sur ce qu'il a dit, et on reviendra sur quelque chose qu'il a dit et qu'il n'a pas mentionné lors de la motion de censure. En fait, cette motion de censure donc est passée, on a auditionné, on a parlé avec, c'est tout à fait normal, c'est un exercice démocratique, on s'en réjouit, parce que ça construit une certaine culture politique de contrôle du gouvernement, c'est tout à fait louable, on l'a mentionné, mais il ne faut pas s'arrêter là. Cette motion de censure était censée donc passer au vote après l'interrogatoire, entre guillemets, fait à ces 2 ministres-là. Oui, après une longue journée d'interrogatoire. Et là, coup de théâtre, la motion de censure ne passe pas, on lui place un communiqué disant que cette motion de censure ne va pas passer. A été annulée, on va dire. A été annulée, voilà, a été annulée, c'est le mot. Et Monsieur le Président de l'ANC a dit on va voter le communiqué, on ne va pas voter la motion de censure. Voilà, donc là, je voudrais bien que Madame Hela Loulou nous explique un peu donc, les raisons qui ont poussé Moussa Benjaf à adopter cette position. D'abord, je voudrais bien revenir sur la formulation de transgression du règlement intérieur. Pour qu'il y ait transgression, il faut qu'il y ait une règle qui ait été transgressée. Or, dans le cas d'espèce, nous avons une situation où il y a un vide juridique. Donc, il y a une interprétation à faire. Jusque-là, dans les situations qui se sont présentées avant, on a toujours accepté l'idée que du moment que les signataires retiraient leur signature d'une motion de censure, elle n'avait plus lieu d'être. Donc ça a été, dans les autres cas, on n'est pas arrivé, certes, à la plénière. Mais ceci dit, jusqu'à quel point on peut considérer que le retrait annule une motion? Est-ce qu'on considère que la date butoir, c'est avant l'entrée dans l'hémicycle, ou est-ce qu'on considère que la date butoir ou l'instant butoir va être le moment du vote? Donc, bon, dans le cas d'espèce, se basant sur ce qui s'est passé avant et les fois où on a retiré une motion de censure juste avant son passage en plénière, donc là, le président de l'ANC a décidé de considérer que le retrait des signataires de leur signature d'une motion de censure avant le vote de cette motion équivalait à son annulation. Bon, maintenant, d'autres avis sont divergents de cet avis-là, c'est tout à fait normal, c'est toujours la règle en cas de vide juridique, il y a toujours des interprétations contradictoires. Bon, maintenant, voilà, on est dans un instant, on va dire, important, charnière, où il faut prendre une décision. Il a pris celle-là, il aurait peut-être pu prendre une autre, il aurait pu faire autre chose, mais cela dit, à ce moment-là, il a considéré que le retrait des signatures équivalait à une annulation de la motion. Donc on ne pouvait plus voter une annulation qui était nulle. Parce que de toute façon, on serait passé au vote, il y a d'autres
personne qui aurait parlé d'une transgression et d'une digression de ce règlement intérieur en parlant du vote d'une motion nulle. Donc finalement, dans les deux cas de figure, on allait avoir des partisans de la décision et des détracteurs. Bon, dans le cas d'espèce, voilà, son choix à lui à cet instant, et il avait par contre la possibilité de prendre cette décision, le règlement intérieur le lui permet, donc il a pris cette décision. Maintenant, ça reste une question d'évaluation et voilà, juridiquement, la décision n'est pas aussi caduque que ça. Sauf que, madame, avec tout le respect que je dois à votre raisonnement, je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il y a un vide juridique sur la question, c'est tout à fait normal, j'en conviens aussi, sauf qu'il y a une règle de bon sens et de tradition démocratique, qui est la suivante. Lorsqu'on a une motion de censure, qu'on essaie d'organiser une plénière, au cours de laquelle, donc, on essaie d'auditionner, d'écouter ce que disent les ministres, et après, on essaie de voter pour donner raison, soit à ceux qui ont signé, soit à ceux qui n'ont pas signé, et assumer la responsabilité de la motion de censure, parce que on rend responsables les partis politiques, on rend responsables les ministres, c'est une chose, il faut aussi responsabiliser donc, les autres. Ensuite, il y a la question du marchandage, Afef. Comment se fait-il? Alors moi, je fais une motion de censure, et lorsque j'essaie de voir un peu ce qui se passe dans l'hémicycle, ça va pas trop, ah écoutez, je vais la retirer. Et puis, il y a autre chose qui est très très importante aussi, il ne faut pas oublier, l'effet du retrait de la motion de censure. Vous savez que dans l'article 19 de la loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, il est clairement stipulé que si la motion de censure, c'est-à-dire ne sera pas retenue, c'est-à-dire passe au vote et ne sera pas retenue, on ne peut auditionner le ministre qu'après 3 mois. 3 mois. Ouais. Qu'après 3 mois. Cela signifie quoi? Lorsqu'on a annulé la motion de censure, c'est-à-dire qu'on peut l'auditionner voilà, c'est-à-dire on ne va pas donc attendre 3 mois pour et c'était ça. Mais ce que je voudrais aussi poser comme question à madame, je trouve aussi un peu la position de M. Bonsfabejave, qui est le président de l'ANC, mais vous, au départ, vous avez soutenu le gouvernement. C'est-à-dire, il est un peu paradoxal que vous souteniez le gouvernement, d'une part, en tant que Takatol, et d'autre part, donner la possibilité aux élus donc d'exercer une autre motion de censure. Nous, on a soutenu le gouvernement, ça c'est clair, net et précis, mais on l'a aussi avant le vote, avant la décision de retrait ou pas de cette motion, on a encore soutenu le gouvernement. Le président de notre groupe parlementaire s'est exprimé pour dire que de toute façon, certes, il y a eu une erreur, qu'elle a été reconnue, qu'on va la dépasser, on va la corriger, on ne va plus refaire la même erreur, et que ce n'était pas une erreur, enfin, le fait de reconnaître la faute faisait que ce n'était pas si grave que ça, et que finalement, on allait de toute façon, même si on passait au vote, nous, on allait soutenir le gouvernement. Donc, de toute façon, dans le cas d'espèce, notre soutien au gouvernement, il est toujours d'actualité. Maintenant, comme je vous le dis, on a une situation... C'est-à-dire l'interprétation qui a été faite par Moussa Beljaf était un peu incohérente par rapport au bloc. Pas forcément. Pas forcément, parce que de toute façon, vous savez, vous avez vous-même parlé de marchandage, de peur qu'on puisse plus poser de questions, ainsi de suite. Est-ce que vous aviez une garantie, vous, que si on passait au vote, ça ne passait pas? Qui vous garantissait que les gens qui ont retiré leur motion n'auraient pas quand même voté contre le fait contre les ministres, quoi. À hauteur de 130? Ah mais franchement, aujourd'hui, tel que ça se passe à l'ANC, plus rien ne m'étonne. Non, excusez-moi, madame. Excusez-moi, parce qu'il y a eu des déclarations aussi, on peut faire le compte. Le parti Nahda a décidé de ne pas donc voter la motion. Le parti Nida Tounes a décidé de ne pas voter. Le parti Nahda ne la votait pas parce qu'il comptait la retirer. Mais si elle n'était pas retirée, est-ce que vous aviez la garantie que le parti Nahda ne votait pas? Moi, je n'ai pas de garantie. Ils viennent de le déclarer. Mais ils l'ont déclaré, c'est-à-dire les 130. Et vous leur faites confiance sur leur déclaration? Non, moi, c'est pas une question de confiance, on ne parle pas de question de confiance ici, mais on parle de comptabilisation. On n'aurait pas arrivé à 130 oui, mais de toute façon, excusez-moi, moi je vais vous dire, dans le cas d'espèce, avec une situation juridique, je dirais alambriquée, parce que là, on n'avait aucune situation juridique et on avait un cas d'espèce qui dépassait complètement le raisonnement logique dont vous parlez, parce que quelque part aussi, justement, il fallait que les gens assument leurs responsabilités. Les élus qui ont signé une motion de censure et qui la retirent à l'instant témoin 1 minute,
Je suis désolée, il n'y a aucun bon sens. Donc dans ce cas, M. Benjafar n'a pas signé cette motion et ne peut pas décider de la maintenir alors que ceux qui l'ont signée donc le président de l'ANC aurait pu quand même valider cette motion de censure à son passage. Elle aurait été quand même caduque après coup. Pardon? Elle aurait été caduque après coup, cette motion. Parce que même si on passait au vote d'une motion qui finalement, après le retrait des signatures, tombait à l'eau, on aurait pu se retrouver dans une situation juridique, on aurait dû, de toute façon, il aurait accepté de faire passer le vote, tout le monde se serait retourné contre lui en disant, voilà, il tenait absolument à soutenir la position de je sais plus qui, et voilà, il a fait passer au vote quelque chose qui est illégal. Ouais. Alors, pour vous, Selim Ben Abdeslam, vous étiez présent lors de cette séance. À partir de quel moment précis est venue cette décision d'annuler la motion? Et puis, quelle était la réaction? Alors, ça a surpris tout le monde puisqu'elle est arrivée au dernier moment. Nous avons achevé le débat général vers 19h, 19h30, je crois. Ça s'est terminé par mon intervention d'ailleurs. J'étais le dernier intervenant dans le débat. Nous sommes allés dîner et en revenant vers 9h, 9h30, bien sûr avec le retard habituel, nous apprenons là qu'il y avait, nous entendons parler d'une motion qui allait être débattue entre certains signataires de la motion de censure qui avaient l'intention de la retirer. Voilà, nous l'avons appris au dernier moment. Ensuite, les deux ministres ont donné des explications très brèves pour revenir sur ce qu'ils avaient entendu et stupeur ensuite quand les deux intervenants, les deux orateurs qui présentaient chaque motion de censure ont dit qu'il la retirait. Bon, stupeur de notre côté, je vais vous dire pourquoi, parce que, moi je m'inscris en faux par rapport à cette interprétation, et argument juridique à l'appui, sans volonté de polémiquer, argument juridique à l'appui quand on dit on peut retirer ses signatures jusqu'au dernier moment. Est-ce que ça voudrait dire que quand un texte de loi est débattu, une proposition de loi d'origine parlementaire, qui nécessite la signature de 10 députés, pour être présenté au bureau d'ordre de l'Assemblée, pour être enregistré, il faut 10 députés, ces 10 députés ont signé, ou plus, Bon, imaginons une proposition signée par tout juste 10 députés. Elle arrive en débat, on fait le débat général, et à un moment, un député dit « Ah, moi je retire ma signature. Est-ce que cette proposition de loi est retirée et tombe à l'eau ?» Eh bien non. Ça serait insensé de penser ça. Dans ce cas-là, parallélisme des formes, on ne pourrait pas penser qu'une proposition de loi, au dernier moment où un député déciderait de retirer sa signature, juste quand on va commencer le débat sur les articles, de dire que cette proposition de loi n'existe plus. Non, on assume ses responsabilités à partir du moment où la proposition de loi est déposée au bureau d'ordre. Ces signatures, je considère qu'elles n'appartiennent plus aux députés, mais on a pris ses responsabilités, on a bien réfléchi, on peut effectivement changer d'avis. Après, il faut dire que sa signature a été une erreur. Certains députés peuvent, c'est le cas de tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Ou tout au plus, si on peut dire, le moment du retrait de la signature ne peut pas être avant le début du débat. Si on peut dire entre l'enregistrement de la proposition, du moment où elle devient une vraie proposition parce qu'elle est enregistrée, on ne peut pas retirer sa signature au dernier moment. Comme vous le disiez, Anis, tout à l'heure, ça peut donner lieu à des marchandages, à des pressions, à des achats de députés, tout ça. Cette décision est illégale pour moi d'avoir retiré cette motion. Et je vais vous dire pourquoi. La raison, elle est évidente. Elle est évidente et je crois que j'en veux énormément à ceux qui ont présenté cette motion de censure pour la retirer après. Pendant la journée, quand on entendait les interventions de ceux qui soutenaient ces deux motions de censure, c'est tout juste si ces deux ministres, Mme Amel Karboul et M. Letasfar, n'étaient pas accusés de haute trahison. Voilà, c'était la surenchère des traîtres à la patrie, des traîtres à la cause palestinienne, tout ce qu'on a pu entendre. Voilà, alors que, entre parenthèses, quand on entend M. Rachid Ranouchi dire que des Israéliens sont rentrés en Tunisie très régulièrement sous tous les gouvernements, y compris sous le gouvernement de la Troïka, je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Alors, où ces gens-là n'avaient pas l'information sous les gouvernements de la Troïka, et ils ont été roulés, on va dire, par ceux qui leur ont donné l'information sous ce gouvernement, et c'est une tentative délibérée de déstabiliser le gouvernement de M. Mahdi Jomah, de la part de personnes qui s'étaient opposées au choix de Mahdi Jomah. M. Mahdi Jomah, dès le début, et qui aujourd'hui veulent confirmer leur choix parce qu'ils voient que l'opinion ne les suit pas, on voit la popularité de M. Mahdi Jomah, et c'est une bonne chose pour la Tunisie, est très élevée. Ça veut dire que les Tunisiens ont confiance en leur gouvernement, et ça donne confiance à l'extérieur. Nos partenaires extérieurs voient que les Tunisiens ont confiance en leur gouvernement. Ça joue énormément pour donner la confiance. Je ferme cette parenthèse. Ou deuxième hypothèse, ça veut dire que ces gens-là savaient que des gens étaient rentrés sous tous les gouvernements, y compris sous le gouvernement de la Troïka, mais que là, ils n'ont rien dit sous le gouvernement de la Troïka, et que là, effectivement,
Ils utilisent cette information aujourd'hui toujours pour déstabiliser le gouvernement de M. Mahdi Jomah et deux de ses ministres à qui ils en veulent personnellement. On voit que Mme Amel Karboul avait déjà été visée odieusement dès le jour de l'investiture du gouvernement sur un voyage qu'elle aurait fait. Oui, mais bon, elle était allée pour soutenir les Palestiniens, dans une mission de soutien aux Palestiniens. Bon, c'était pour ça, et c'est ce qui a été révélé pendant le débat. Mais ça n'a pas suffi. Ça, c'est sur les faits. Maintenant, alors la vraie raison de retrait de cette motion, moi j'ai exprimé ma position sur le fait qu'on pouvait pas retirer des signatures, que c'était une manœuvre qui n'aurait pas eu lieu d'être, on aurait dû passer au vote. Et on aurait dû passer au vote. Pourquoi? Parce que ce que vous disiez sur le règlement, sur la petite constitution, mais qui est repris dans la constitution, c'est que quand une motion de censure est débattu et rejeté, on ne peut pas présenter de motion de censure, il me semble, non pas contre les ministres concernés, mais contre tout ministre du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de motion de censure pendant 3 mois. Donc ces gens-là ont utilisé toute une journée pour se donner une tribune, pour faire de la surenchère sur la cause palestinienne, utiliser la cause palestinienne comme argument de campagne électorale, comme on a utilisé la religion, certains ont utilisé la religion à d'autres reprises, et on a vu ce que ça a donné. Ça a donné du takfir et ça a donné lieu à l'assassinat de Chokri Belaïd, par exemple. Voilà, ça a été ça le résultat. Bon, ces gens-là ont fait campagne électorale pendant toute la journée, et après, quand ils ont vu que leur motion ne serait sans doute pas adoptée, malgré les applaudissements de députés de Nahda, bon, on entendait M. Amel Arel, qui était le premier intervenant du débat, dire Nahda ne soutiendra pas la motion de censure. Mais comme tu le disais, elle, il y a aussi le double langage qui peut exister. Alors, on ne sait pas ce qu'auraient voté les députés de Nahda. Mais au bout du compte, cette motion a été retirée simplement pour que ces signataires puissent refaire le même exercice et encore faire perdre une journée à des ministres du gouvernement qui ont été présents toute la journée alors qu'ils auraient eu beaucoup de travail dans leur ministère, dans des secteurs aussi sensibles que le tourisme et la sécurité. Franchement, c'est irresponsable et je trouve que ça est une utilisation odieuse de la cause palestinienne et c'est une perte de temps pour le pays, une perte de temps pour tout le monde et une décrédibilisation de nos institutions et de la Tunisie. J'espère qu'on arrivera à remonter, ça et à revenir là-dessus. Madame Helal, oui. Je respecte tout à fait le raisonnement de Selim et de tous ceux qui partagent cet avis-là, mais cela dit, je reviens à l'exemple qu'il a cité, le cas d'une loi. Certes, le cas d'espèce ne s'est pas présenté, mais demain, le cas d'espèce se présente. On n'est pas forcément obligé de faire voter aussi cette loi. Parce que quelque part, si on exige un nombre de signatures à un instant T, quand se termine l'instant T? C'est tout. En fait, toute l'interprétation aujourd'hui, c'est de dire quand est-ce qu'on a le droit de se rétracter. Maintenant, le silence, moi je dirais le vide juridique qui existe, c'est parce que quelque part, quand on a fait les lois, on pensait que les gens étaient de bonne foi et qu'ils étaient rationnels. Maintenant, on se retrouve avec des élus qui sont en train de changer d'avis comme de chaussettes. Je suis désolée. C'est vrai, certes, la situation est vraiment choquante et inacceptable, mais que faire devant cette situation? Que faire devant cette irresponsabilité, je dirais? Je voudrais juste apporter un éclaircissement, Rafef, par rapport au bon sens que je... en 30 secondes. Oui, un exemple du règlement de l'Assemblée nationale française, par exemple, s'agissant des motions de censure, et que personnellement, je pense que Moussa Benjaf connaissent cette disposition-là. C'est pour cela que je critique donc la position de Moussa Benjaf. Donc l'article 153 du règlement de l'Assemblée nationale française stipule clairement, à partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Et l'article 154, et là c'est plus révélateur. Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote. Oui. Voilà. Il fallait donc préciser. Il fallait, à mon avis, ce n'est pas une obligation légale que le président de l'ANC. Voilà, c'est précisé. On parle de l'Assemblée nationale française et non pas tunisienne, bien entendu. Ce n'est pas le règlement tunisien, mais je pense que le bon sens aurait fait que Moussa Benjaf aurait dû s'inspirer, parce que je pense réellement, en érudit qu'il est, donc connaître un peu ces dispositions-là et faire travailler le bon sens dans l'interprétation qui a été faite du règlement interne. Il faut bien souligner qu'on ne peut pas rajouter de signatures. Excusez-moi d'intervenir, parce que le parallélisme des formes fait que si on peut retirer des signatures, on peut en rajouter jusqu'au dernier moment et ça donne lieu à un désordre incroyable. On parle de bon sens. Voilà, de bon sens. Je voulais rajouter aussi quelque chose aussi sur la fin. Malheureusement, on a entendu des propos déplorables à la fin de l'Assemblée qui n'ont pas valorisé l'Assemblée ni leurs auteurs et des attitudes déplorables à la fin. Chacun reviendra aux images de vendredi soir dernier. Merci beaucoup. Merci Madame Helal Lolo. Je rappelle, vous êtes membre du bureau politique du Takatel. Merci beaucoup Selim Ben Abdeslam, membre élu à l'Assemblée nationale constituante du parti Nidetous. Merci Enis, on se retrouve mercredi prochain. C'est moi qui vous remercie, Rafef. Merci beaucoup. On remercie également Refé Bouzaïda pour sa collaboration technique. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir et bye bye.
Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï.